Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Assurance TV, votre web TV qui parle de transformation et d'innovation du secteur de l'assurance. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Valéria Faure-Muntian, députée de la Loire et présidente du groupe d'études sur les assurances. Nous allons évoquer aujourd'hui la consultation qui est en cours face aux risques cyber. Et en fin d'émission, nous évoquerons aussi la réforme du courtage et le dossier des captives. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Nous sommes en compagnie également de Jean-Charles Némy. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Jean-Luc, madame la députée, bonjour. Bonjour. Nous rentrons tout de suite dans le vif de ce dossier. Encadrer l'assurance cyber en France, point d'interrogation est le titre de notre échange. Vous avez démarrer un cycle d'audition au début du mois de mai face aux risques cyber où trop de nombreuses entreprises, des collectivités ne sont pas encore suffisamment conseillées et ni préparées. Un cycle auprès des principaux acteurs privés et publics du secteur afin de rendre un rapport cet automne. Vous allez nous en parler. Pourquoi avoir commencé au mois de mai ce cycle d'audition et quels en sont les principaux objectifs ? Alors, la cyberassurance faisait objet déjà des priorités du groupe d'études d'assurance dès sa création au début du quinquennat. Je me suis d'abord concentrée sur la réforme des catastrophes naturelles, qui était un autre objet des travaux du groupe d'études. Et aujourd'hui, on a repris post-Covid quelque part, parce qu'on est en train de travailler sur la relance. J'ai repris les travaux que j'avais légèrement entamés sur la cyberassurance, parce que pour moi, elle est indispensable pour une relance économique de qualité de notre pays. Et donc, les travaux ont démarré en ce mois de mai. De plus, on sent une vraie sensibilité aujourd'hui, une vraie appétence. L'année 2020 a été un peu terrible en la matière. Voilà. L'année 2020 et le début de l'année 2021 a mis en évidence les lacunes en termes de management des risques de notre monde économique et a permis aussi de faire prendre conscience aux acteurs économiques et aussi aux collectivités territoriales de leur faiblesse en la matière, de l'amélioration qu'ils peuvent suivre et surtout qu'il existe pour eux des risques hors marché ou hors leur périmètre habituel et donc il faut apprendre à les traiter. Le Covid a au moins permis cette prise de conscience. Donc l'objectif de cette consultation avec ce rapport qui doit sortir en novembre, c'est ça ? Alors, en automne, avant le projet de loi de finances, évidemment, l'objectif de ce rapport est de faire l'état des lieux aujourd'hui du monde assurantiel vis-à-vis du risque cyber, mais aussi le comportement des entreprises vis-à-vis de ce risque nouveau, enfin en tout cas nouvellement émerger dans la presse, dans le quotidien de nos chefs d'entreprise et de nos concitoyens et formuler un certain nombre de recommandations. Elles seront de l'ordre législatif. Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre de manière légale pour améliorer ce marché. Il y aura aussi des recommandations en termes réglementaires et des recommandations à destination des agents économiques pour améliorer leur résilience et les rendre plus assurables quelque part. Aujourd'hui, le marché est très peu développé en France. Nous en parlerons peut-être. Et donc, du coup, il y a vraiment besoin d'un coup de pouce, d'une mise en lumière, à mon sens, et ce rapport est voué à faire ça. Alors, un marché très peu développé en France. On peut dire aussi essentiellement tenu par des extras européens. Est-ce que vous ne voyez pas là un sujet de souveraineté nationale ? Évidemment, c'est un sujet de souveraineté, d'indépendance. Quand on a pris conscience du risque cyber et qu'on souhaite s'assurer, il faut déjà trouver un intermédiaire ou un assureur qui peut bien prendre ce risque-là. La plupart du temps, c'est un anglo-saxon, dira-t-on largement, un britannique ou un américain, parce que ce risque-là est mieux traité, mieux connu depuis plus longue date, en fait. Ils ont plus d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ça veut dire qu'ils ont plus d'expérience et donc il faut qu'on rattrape un petit peu notre retard. Et ensuite, cette entreprise d'assurance ou cet intermédiaire va rentrer dans votre entreprise. Il va vous questionner sur vos usages, sur vos salariés, qui a accès à quoi,
comment est organisé votre réseau, quels sont vos intermédiaires, autres clients, fournisseurs et ainsi de suite. Vos data. Et vos données, comment elles sont stockées, où elles sont stockées et comment elles sont protégées. À partir de là, déjà, le sujet se pose parce que vous ouvrez votre maison à un intermédiaire qui est extra-européen. On sait que l'information économique, c'est le nerf de la guerre. L'information économique, elle est indispensable pour pouvoir être souverain et pour pouvoir être compétitif et concurrentiel. Et si cette information, elle voyage au gré des envies de tel ou tel intermédiaire en assurance, je l'ai, encore une fois, accuse de rien. Mais en même temps, on est censé se protéger. Si c'est pour se protéger de la cyber et donner ces données librement, on a un petit sujet. En tout cas, il y a un vrai sujet de souveraineté. Vous l'avez signalé. Alors, nous avons réalisé récemment l'assurance en mouvement et dans notre magazine qui est paru la semaine dernière, Dessine-moi l'assurance, un grand dossier sur ce sujet de la cyberassurance et des cyber-risques. Alors, effectivement, on voit que les assureurs aujourd'hui revoient leur capacité à la baisse. Ils réajustent un petit peu leur contrat. Et simultanément, ils estiment avoir un rôle à jouer, un rôle majeur à jouer dans la prévention, comme dans toute mécanique d'assurance, tout type de risque d'une certaine façon, et à faire valoir leur capacité à pouvoir valoriser l'hygiène numérique avec les fameux gestes barrières, ceux-ci en termes d'attaque cyber, bien évidemment. Est-ce que vous partagez ce positionnement du secteur de l'assurance sur effectivement cette prévention des risques au sens large? Et si oui, comment pourrait-il le faire? Et est-ce qu'il y a aussi un modèle économique pour les assureurs pour l'assumer? Alors, évidemment que l'assureur est un préventeur par définition. Il protège, mais il fixe aussi les règles dans la manière dont il va protéger un agent économique. Donc forcément, c'est la première chose à faire que d'utiliser l'assureur comme vecteur de cette prévention. Maintenant, il faut l'organiser. Quels sont les prérequis? Il faut qu'on normalise quelque part parce que chaque assureur, chaque intermédiaire va fixer ses propres règles. Donc, il faut qu'on fasse travailler aussi l'industrie de l'assurance avec l'industrie de la cyber pour être cohérent dans une chaîne de valeur et valoriser les acteurs souverains tant que faire se peut, mais en plus être réactif par la suite sur la prise en charge. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus, les assureurs travaillent beaucoup plus sur le service après attaque qu'en amont, parce que le risque était mal maîtrisé, mal connu, les intermédiaires ont besoin encore d'être formés. Et donc, si on travaille sur la prévention de qualité en coopérant entre les deux industries, de la cyber et de l'assurance, pour accompagner l'entreprise, qu'on fixe une charte de prérequis pour l'ensemble des agents économiques, quelle que soit leur taille, et que cette charte elle est appliquée, on aura déjà évacué une grosse partie du risque. Et à partir de là, on pourra effectivement travailler sur le sujet des capacités. Le sujet des capacités est extrêmement important aujourd'hui. D'une part, c'est parce que ce sont les Britanniques qui offrent le plus leurs capacités aujourd'hui sur le risque cyber sur le territoire français. Et donc, il faut aussi encourager quelque part les assureurs français à y aller. Et d'autre part, on est en plein post-Brexit. Donc, on a un vrai sujet d'avoir accès à ces capacités. Et donc, on évoquera les captives tout de suite après. Vous l'avez mentionné dans votre introduction. Ça me rappelle, ce dossier me rappelle un peu celui de l'assurance santé, où finalement il vaut mieux faire de la prévention en amont que finalement d'assurer en aval. Est-ce que c'est un peu ça que vous peut-être souhaiteriez-vous retrouver éventuellement dans des textes de loi et réglementaires? La prévention permet de maîtriser le coût d'une part. Parce que la prévention coûte beaucoup moins cher que d'indemniser le risque en santé comme en cyber, in fine. Plus on investit en amont, moins on doit régler de choses en aval. Donc, évidemment que j'aimerais que les textes de loi portent principalement sur cette prévention, pour qu'on ait vraiment un socle commun des prérequis, des minimums, et que ce soit en lien avec les assureurs et avec l'industrie de la cyber. Parce qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on pourrait inciter à accompagner les entreprises. Le danger, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que la demande est là.
il y a une prise de conscience du monde économique. Spontanément, le monde économique s'est porté vers son assureur en disant « ça y est, je veux assurer ce risque-là ». La problématique, c'est que leur assurabilité est remise en question. Les capacités de marché se rétractent, donc du coup, on a beaucoup moins d'offres. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais faire encore un parallèle avec une assurance qu'on connaît bien. Qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres? On a des assureurs exotiques, comme sur la décennale. Oui, tout à fait. Et des drames qu'on a connus. Donc, je ne veux pas, autant que parlementaire, pour l'ensemble de mes concitoyens, qu'on se retrouve à nouveau dans cette situation-là. Ce n'est pas possible. Surtout que le risque cyber est potentiellement systémique. Et l'assurance cyber, c'est comme le vaccin. Plus c'est répandu, moins on prend du risque pour l'ensemble de la population. Donc il faut des gestes barrières contre la pandémie cyber. Mais la prévention, ça demande de la formation, et notamment de formation des collaborateurs dans les entreprises, et puis de formation effectivement de tous les intermédiaires évidemment à ce risque. On va aller un peu au-delà du risque cyber, ce que disait Jean-Luc tout à l'heure. Bon, vous avez porté le dossier, la réforme du courtage, donc qui a été adopté à l'Assemblée, qui a été adopté par le Parlement, qui en plus dedans contient une partie sur le démarchage téléphonique. Alors, où en est-on maintenant concrètement? Donc la loi est adoptée, on est passé au réglementaire, est-ce qu'on a soit un calendrier, soit où en est-on dans la chaîne aujourd'hui? Alors, une fois que les textes ont été adoptés par les deux chambres, il est passé effectivement auprès de Bercy, auprès du Trésor, qui a entamé une consultation. Cette consultation doit se terminer normalement autour du mois de juin, et cette consultation permettrait de rédiger donc les décrets d'application pour concrètement, la loi, vous savez, c'est vaste. Donc, pour concrètement savoir comment on procédera in fine, il y a besoin de textes beaucoup plus précis. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que les consultations seront terminées et que les décrets d'application pourront paraître, la CPR devra donc présenter sa charte et recevoir les volontaires pour la création des associations à adhésion obligatoire pour mettre en adéquation leurs propositions et cette charte pour pouvoir les labelliser. Une fois qu'ils le sont, ils pourront faire adhérer des intermédiaires que sont les courtiers, les mandataires, les BSP. D'accord, donc ça suit son cours et pour le moment c'est à Bercy. À l'automne, je pense que la CPR... Oui, je pense qu'à l'automne de la CPR, en tout cas elle s'était engagée, elle se sentait capable à l'automne pour pouvoir proposer les échanges directement avec les volontaires en création d'associations. Alors un deuxième sujet que Jean-Luc a évoqué, c'est celui des captives d'assurance, ou de réassurance d'ailleurs, je pense qu'on dit un peu les deux, vous allez nous réexpliquer tout ça. C'est un sujet que là vous avez pris à bras-le-corps. Pourquoi? Puisqu'en plus, donc, nous avons compris, il a un lien aussi avec ce cyber-risque, parce que c'est un problème souvent de capacité, les captives. Alors expliquez-nous le sujet et les problèmes. Alors, on va faire la genèse. Je pense que ce sera plus simple de comprendre comment j'en suis arrivée là. Quand le risque sanitaire s'est présenté à nous, avec tout ce qu'on a connu en termes de communication, d'information, d'incompréhension, de fake, il faut se le dire, ou de réalité même mal connue, on avait mis en place, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait mis en place un groupe de travail auprès du Trésor pour savoir si on avait une réponse assurantielle à ce nouveau risque qui est le risque sanitaire. En fait, c'est le risque de fermeture administrative lié à la protection des populations. Ce n'était pas que le risque sanitaire. Celui-ci a été évidemment le déclencheur, mais on avait évoqué le risque de en termes de prévention terrorisme, par exemple, on pouvait boucler des quartiers entiers, ou des conséquences de perte d'exploitation sans dommage, donc fermeture administrative, dans le cadre d'un accident chimique ou autre. On se souvient de cette usine qui a où tout un quartier périmètre avait été bouclé, le temps qu'on sache s'il y avait des émissions. Donc, on avait intégré un petit peu tout ça dans la réflexion, et donc, on a travaillé pendant plusieurs semaines avec l'ensemble des représentants du monde économique, du monde assurantiel, des intermédiaires, des actuaires et les parlementaires pour essayer de trouver des solutions à ces risques-là et à ces problématiques-là. On a débouché sur une liste des possibilités sans pour autant aboutir à un résultat.
Et donc, avec Brigitte Boucaud, qui était encore à l'époque présidente de l'AMRAE, on avait énormément insisté sur la question des capacités, parce que le marché des grandes entreprises est un marché qui est en difficulté et qu'il l'était déjà avant la crise sanitaire à trouver les capacités d'assurance pour certains risques spécifiques, et que c'était une question de compétitivité de ces entreprises. Et ensuite, j'ai un petit peu extrapolé, j'ai un petit peu travaillé sur le sujet afin de pouvoir permettre déjà donner l'accès aux captives, non seulement aux grands groupes, mais aussi aux ETI. Et il y en a énormément qui sont intéressés aujourd'hui pour ce faire, pour des risques spécifiques ou parce qu'ils ne trouvent pas les capacités sur le marché. Bercy, l'administration en tout cas, était plutôt favorable à cette idée et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une facilité de créer des captives d'assurance au Luxembourg. Enfin, c'est pas aussi vrai que ça, hein. On va dire en général, il y a une facilité pour des raisons réglementaires et fiscales. Et enfin, le ministre Bruno Le Maire, quand je l'ai interrogé publiquement dans l'hémicycle sur ces captives il y a peut-être un mois, a pris l'engagement de travailler sur le sujet parce qu'on prend conscience en fait qu'on a de la possibilité de faire avec beaucoup de volonté et beaucoup de volontarisme de nos agents économiques sur le territoire, que d'une, c'est une question de résilience de nos entreprises, parce que ça leur permet de rebondir au temps utile. Ça permet aussi d'améliorer les capacités, puisque quand il s'agit de réassurance, c'est un partenariat entre un assureur et l'entreprise elle-même. Et enfin, ça permet de gagner en compétitivité à l'international, parce que certaines de nos entreprises n'arrivent pas à emporter certains marchés à l'international, parce qu'elles n'ont pas l'attestation d'assurance qui va bien sur telle ou telle activité qu'elles exercent. Donc, pour moi, c'est vraiment extrêmement bénéfique in fine pour le marché français. Et donc cette captive, ce système d'auto-assurance, finalement pour les grands groupes, existe depuis longtemps. Alors maintenant, vous dites que les ETI sont intéressés. Comment on peut le faire évoluer, puisqu'il existe déjà de grands courtiers de la place gèrent, sont gestionnaires de captives. Donc là encore, c'est un texte. Comment ça pourrait évoluer, de votre côté? On va certainement devoir passer par une loi fiscale, donc le projet de loi de finances, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la possibilité existe, mais c'est tellement complexe en termes de délai, en termes de gestion et en termes de bénéfices. Si on fait la comparaison par rapport à l'activité qui est plus répandue au Luxembourg, moi je continue mes auditions et je vais notamment échanger avec les autorités luxembourgeoises pour pouvoir faire la comparaison, mais je sais aussi que côté Bercy, il y a un vrai investissement sur le sujet et je pense que c'est comme sur le risque cyber, on va finir par converger d'ici cette fin d'année, d'ici le projet de loi de finances. En tout cas, j'ai mis un point d'honneur depuis le début du quinquennat de travailler en bonne intelligence avec l'exécutif. Et je trouve que sur les questions assurantielles, on a prouvé que en travaillant en bonne intelligence, on arrivait à apporter des grandes réformes pour le monde assurantiel, pour le courtage, mais aussi à les accompagner pendant la crise. Et donc, c'est ainsi qu'on va avancer. Chacun travaille de son côté pour converger in fine et que la représentation nationale puisse apporter son point, son information, sa vision des choses à l'exécutif. Il y a beaucoup de captifs en Irlande à une époque aussi. Alors ça, je ne suis pas allée jusque-là. En tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne. Non, c'est plutôt Luxembourg. Voilà, c'est plutôt Luxembourg pour des questions d'IFRS en l'occurrence. Donc beaucoup d'actualités, on l'a vu dans les 15 premières minutes, les risques cyber. Donc première échéance après vos consultations en novembre, pour voir un petit peu ce que vous allez évoquer. Les différents plannings sur la réforme sur l'autorégulation du courtage, on attend encore un certain nombre d'éléments. Et puis ce nouveau dossier, pour le coup, sur les captives d'assurance en fin d'année également. Donc un programme un peu dense et chargé. En même temps, le quinquennat se termine bientôt, donc c'est aussi l'occasion de tout faire passer dans l'intérêt de notre population. Madame la députée, merci de votre présence. Nous avons été ravis de votre présence sur le plateau d'Assurance TV à destination de tout l'écosystème du secteur de l'assurance. Jean-Charles Némy, merci. Merci Jean-Luc, merci Madame la députée. Merci à vous pour cette invitation. Merci à vous, nous nous retrouvons très bientôt et surtout portez-vous bien.